Je m'appelle Laurent Patureau, je suis auteur de bande dessinée et là je suis en train de faire le croquis du chevalier Dubuisson, un gentilhomme bourbonnais qui est parti accompagner le marquis de Lafayette dans sa première expédition en Amérique en 1777. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire sur ce chevalier ? Alors, lorsque nous avons rencontré François de Vaupoux-Dubuisson, le descendant du chevalier Dubuisson, il nous a raconté les aventures de son aïeul et nous avons trouvé qu'elles étaient fort romanesques et que ça nous a donné l'envie de faire la bande dessinée. Et cette histoire, elle vous intéresse ? Oui, beaucoup. En fait, on est plusieurs jeunes du département répartis dans plusieurs collèges. Et cette année, on travaille dans le cadre du conseil départemental des jeunes sur les Bourbonnais qui sont partis en Amérique et qui se sont battus pour la liberté. Quentin et Lisa, visiteurs du salon, ont déjà tout résumé. Ils participent à Bourbonnais aux Amériques, un projet du conseil départemental des jeunes de l'Allier où s'investissent de nombreux collèges du département. À l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, ils sont allés sur les traces des compagnons de Lafayette pour réfléchir aussi à la notion d'engagement. Sur cette illustration de la BD de Laurent Patureau, le chevalier Dubuisson, compagnon de Lafayette. Lafayette, une légende vivante, un certain panache. Et quelle folle aventure que celle des nombreux Bourbonnais aux Amériques à la fin du XVIIIe siècle, s'engageant pour une cause lointaine avec la liberté pour seul étendard. Les choses ont été faites en grand. À l'hôtel du département, réunion autour des concepteurs du projet. À travers l'histoire, il s'agit de faire partager et vivre parmi ces collégiens l'esprit de curiosité, d'émerveillement et d'ouverture vers d'autres territoires, d'autres mondes, d'autres cultures. Beaucoup de questions avant cette plongée dans le passé de ces Bourbonnais aux Amériques dont les descendants actuels cultivent encore la mémoire. Dernier briefing avant de remonter le temps. Mais qui sont ces jeunes si déterminés et ambitieux pour leur avenir ? Sergent, présentez-moi ces jeunes volontaires. Oui, mon colonel. Marie, je vais être journaliste pour que le monde connaisse tout. Lisa, je vais être avocate pour lutter contre l'injustice. Quentin, je vais être commissaire et lutter contre la délinquance. Virgile, je n'ai pas d'idée pour le moment. Summer, je veux voyager pour découvrir le monde. Garance, je vais être cancérologue pour vaincre le cancer. Zoé, je veux être sportive pour découvrir toutes les belles facettes de ces sports. Selma, je veux devenir avocate pour défendre les innocents. Aline, je veux m'engager dans la marine nationale pour la paix, même sur la mer. Yavin, je veux devenir médecin pour sauver les vies. Nos jeunes sont accompagnés dans leurs différentes visites par les Compagnons du Temps, une association de bénévoles basée à La Palisse qui propose des spectacles, mais nous les rencontrerons plus tard. Château de Bellevue, un imposant édifice de la fin du XIXe siècle. Une cérémonie commémorative se déroule autour de l'inauguration d'une stèle en hommage aux combattants bourbonnais de l'indépendance américaine et en présence des représentants de la Société des Cincinnati qui entretient le souvenir de ces hommes courageux. Écoutez bien les jeunes. Et à l'heure où aujourd'hui la vérité tout simplement est menacée, parce que nous vivons dans une époque, pour ne pas dire une société, où il n'y a rien de plus facile que de contrefaire et de travestir la vérité avec les fakes, avec l'IA, et de créer un mensonge qui ressemble au point de s'y méprendre à ce qui pourrait être vrai, le seul fait qu'il y a 250 ans, on rappelait que les vérités étaient évidentes par elles-mêmes est une première leçon de cette déclaration d'indépendance des États-Unis. Pensez-y. L'alliance nouée entre les États-Unis et la France il y a 250 ans reste fort, tout comme l'amitié qui unit nos peuples. Nous vous remercions d'avoir érigé ces mémorials. Merci beaucoup. Merci aux jeunes conseillers départementaux ici présents, aux élèves du collège François Villon, à leurs professeurs, pour leur engagement à nos côtés dans cette belle aventure si indispensable pour vous ouvrir, vous les élèves, à l'autre et au monde. Les applaudissements vont aussi à Albin de Chavagnac, le créateur de la stèle. Eh bien, je pense que ce qu'on va faire,
c'est que vous allez refaire exactement la même sur un support qu'on pourra envoyer à la société de Cincinnati aux États-Unis, de façon à ce que ces deux œuvres soient jumelles, l'une sur le continent européen et l'autre sur le continent du Nouveau Monde. Les jeunes du conseil départemental sont devenus les ambassadeurs de Bourbonnais aux Amériques auprès de leurs différents collèges. Ils ont travaillé sur le sujet avec diverses réalisations. Le collège François Villon d'Yzeure, par exemple, s'est investi avec 40 jeunes des classes de 4e aménagées, option théâtre et musique. Les élèves mettent en scène des profils de combattants, des extraits d'actes officiels ou de textes fondateurs. À l'avenir, il est envisagé des échanges entre les élèves des deux continents. Et puis, pour le plus grand plaisir des jeunes, découverte et remise officielle des t-shirts créés spécialement pour ce projet. En avril 1777, le chevalier du Buisson embarque à bord du vaisseau La Victoire avec le marquis de Lafayette pour rejoindre l'Amérique et s'engager aux côtés des insurgents qui étaient en guerre contre l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est la propriétaire du château qui a accepté de nous recevoir avec 2 invités de marque qu'elle a conviés spécialement pour notre rencontre. Mais patience. Alors là, vous êtes sur l'emplacement de l'ancien pont-levis du temps où il y avait château fort. Il a été construit au XIIIe siècle. Alors, avez-vous des questions? De quand date le château? Alors, XIIIe siècle, ça le fait, on va dire, le milieu du XIIIe siècle, 1250, Saint-Louis, si ça vous parle. Ça vous parle, Saint-Louis? Oui, bravo. Est-ce que le château était en ruine à votre arrivée? Complètement. Il n'y avait plus de couverture, il n'y avait plus de charpente sur la moitié est du corps central. Et puis il y avait des arbres qui poussaient à l'emplacement, des couvertures et de la charpente. Complètement en ruine. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans les rénovations du château? J'adore les travaux, les gros travaux. C'est un vice congénital héréditaire. Voilà. Il aurait été en bon état, je ne l'aurais jamais acheté. Peut-on visiter le château l'été? Oui, c'est ouvert à la visite en juillet et en août. Allez, venez. Venez dans le grand salon. Alors, nous avons la chance, bonjour, d'avoir avec nous Nicole Mémat, qui a édité un livre sur le chevalier du Buisson et son fils, et François de Voucoux du Buisson, qui est un descendant du chevalier. Beaucoup de chance. Bonjour. Je suis l'arrière-petit-neveu du chevalier du Buisson qui a vécu en ce lieu. Est-ce que vous avez des questions particulières le concernant? Le vrai chevalier du Buisson? Oui, en effet. Moi, je suis le descendant de son frère aîné, donc c'est pour ça que c'est mon arrière-grand-oncle. Est-ce que vous savez à quelle époque il a vécu à peu près? Oui, il est né en 1752, donc il a vécu principalement à la fin de l'Ancien Régime, sous le règne du roi Louis XVI, juste avant la Révolution. Où habitait-il toujours habité dans ce lieu? Non, probablement pas. On sait qu'il est né ici.
Il y a vécu toute son enfance, mais ensuite il a été appelé à d'autres endroits dans le pays, puisqu'il a commencé une carrière militaire. Il a été dans une école d'artillerie, puis dans un régiment de cavalerie où il a rencontré le marquis de Lafayette. Et donc c'est lui qui est parti avec Lafayette en Amérique? Oui, c'est ça. En 1777, ils sont partis en bateau sur un navire qui s'appelait La Victoire. Et c'est assez étonnant de la part d'un jeune Bourbonnais d'avoir pu être associé à cette épopée. Mais c'est lié à sa rencontre avec le marquis de Lafayette qui était son ami. Et oui, donc c'est pour ça qu'il est parti, c'est pour accompagner son ami? Pas uniquement. Leur amitié est un élément important, mais ils sont aussi partis parce qu'ils étaient animés par une cause. Ils avaient envie de s'engager. Et ils ont décidé de partir en Amérique pour porter assistance aux combattants de l'indépendance contre le roi d'Angleterre. Le chevalier est-il mort jeune? Oui, il est mort assez jeune. Il avait à peine 33 ans. Il est mort à Moulins. On ne sait pas exactement de quoi. La rumeur familiale dit qu'il aurait été tué dans un duel. A-t-il eu des enfants? Il a eu un seul fils qui s'appelait Amable, qui est né en 1785, un an seulement avant son décès. Est-ce que vous êtes fier de lui? Oui, dans la famille, nous avons une grande fierté pour lui. Mon père, quand j'avais votre âge, m'en parlait beaucoup. Et c'est vrai que pour nous, il constitue une sorte d'exemple. La façon dont il s'est engagé pour la cause de la liberté et le courage qu'il a manifesté pendant les 4 ans où il combattait dans l'armée américaine de George Washington sont assurément un modèle pour toute la famille. François de Vaucoux du Buisson a préfacé le livre de Nicole Meymatt Dans l'ombre du chevalier, où se mêle l'histoire authentique du chevalier et la fiction. Madame Meymatt, pourquoi avoir écrit un livre sur le chevalier et son fils? J'avais entendu parler du chevalier et d'un seul coup, je me suis intéressée à lui. Voilà. Moi, j'ai lu le livre et j'avais une question. C'est la lettre que le chevalier écrit à son fils, elle est authentique? Non, c'est moi qui l'ai inventé, mais à partir des événements qui sont racontés, ils sont authentiques. Et puis, sauf la fin, où je me suis peut-être un petit peu projetée. Mais tout est authentique. Enfin, c'est moi qui ai inventé la lettre. Oui. D'accord. Avec des événements authentiques. Donjon. C'est pour ça qu'il y a une porte qui donne dans le vide, là. Et Amable. Voilà. Aimable. Et puis on est aux Aix, hein. On va marquer la date. Aux Aix. Le groupe va poursuivre la visite à l'extérieur, tandis que François de Vaucoux du Buisson nous détaille un rare tableau de sa famille. Donc voici un portrait qui montre la famille du Buisson au XVIIIe siècle. On voit le château d'Ezé ici, avec ce qui existait auparavant, un magnifique jardin à la française. Ici, le chevalier du Buisson, qui est parti en Amérique avec Lafayette. Il est jeune, il n'est pas encore militaire. On voit qu'il revient de la chasse et il pose ici avec sa mère et son frère aîné qui, lui, est en tenue d'officier. Donc c'est intéressant parce que c'est un des rares portraits qui permet de voir son visage. On n'a pas de photo, mais par chance, on a quelques portraits. Quentin et Lisa rejoignent leurs camarades autour de leur propriétaire, Françoise Gors, car la visite se poursuit par les caves et les souterrains du château. Lafayette et le chevalier du Buisson restent liés sur le théâtre des opérations en Amérique, puis leurs destins se séparent. Entre-temps, la célèbre bataille de Yorktown, remportée par Rochambeau, George Washington et Lafayette, sous bannière américaine, scelle l'indépendance des États-Unis. La petite histoire dans la grande. Ajoutons que dès la fin du XVIIIe siècle, d'anonymes migrants du Bourbonnais s'installent aux États-Unis et au Canada. Et tous n'étaient pas des militaires. Mais l'Amérique du Nord est un continent souvent oublié de la mémoire historique bourbonnaise. Provenant des 4 points du département, tous les collégiens ne connaissent pas forcément bien Vichy. Une petite découverte s'impose, d'abord pour parler engagement, en évoquant la mémoire des 80 parlementaires qui ont affirmé leur attachement à la République en votant contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
petit passage incontournable aux sources pour se rendre au Fab Lab, avec une démonstration de David Bijon, son manager. Une fois que c'est fait, moi je vais pouvoir lancer les impressions et ça va s'imprimer au fur et à mesure. Et nickel. Autre lieu emblématique de Vichy, la maison d'Albert Londres, célèbre journaliste et écrivain, considéré comme le père du grand reportage moderne. Il est parti à l'époque après la révolution bolchevique. Il est célèbre pour avoir dénoncé les injustices de son époque, comme le bagne de Cayenne, les abus du colonialisme en Afrique ou encore la situation des asiles psychiatriques de l'époque. Chaque année, le prix Albert Londres est la plus haute distinction du journalisme francophone. Son président actuel est Hervé Brusini. Il accompagne aujourd'hui Jeanne Seignol à la librairie Carnot à Vichy. Tu vois, c'est une librairie. Ben oui, ça tombe bien. Ça tombe super bien. C'est elle qui a remporté la bourse résidence du prix Albert Londres avec YouTube et France Info. Elle va enquêter sur un thème top secret qui est relatif en fait au pilonnage des livres. Je ne vous en dis pas plus, faut y aller. Et pendant que Jeanne Seignol fait ses achats, Aline se pose une question. Roman graphique. J'ai une question. C'est quoi le prix Albert Londres? Ah, le prix Albert Londres, c'est le prix du meilleur grand reporter ou de la femme meilleur grand reporter de l'année. Il y a 3 prix. Un prix de l'audiovisuel, un prix de la presse écrite, un prix du livre. Ça salue un style, un engagement. Donc c'est un prix d'engagement journalistique, mais avec beaucoup de rigueur. Il faut recouper les infos, il ne faut pas hurler seulement. Il faut aussi faire une véritable enquête, et ça c'est Albert Londres. Puis Aline fait connaissance avec Jeanne en résidence donc à la maison Albert Londres. Jeanne est booktubeuse. Elle a créé sa chaîne YouTube Jeannot se livre où elle partage sa passion pour la lecture. Comment on devient booktubeuse? En se lançant sur la plateforme, c'est assez simple. Tu crées ton compte et puis idéalement tu publies du contenu assez régulièrement autour de la littérature. L'engagement peut aussi être une aventure, un dépassement de soi. Ainsi, nos jeunes ambassadeurs ont suivi le périple de 1300 km en canot de Margot Demal, qui raconte son périple retraçant l'ancienne route des fourrures, jadis empruntée pour le transport des peaux entre les bords du Saint-Laurent et la baie d'Hudson au Canada. Pourquoi cette exigence d'avoir fait ce voyage? Je me suis lancée dans ce voyage-là parce que j'aime les expéditions, j'aime l'aventure, j'aime raconter des histoires. Et du coup, là, il y avait tout en un. Et notamment comprendre le monde. En fait, c'est ça le but final, c'est de comprendre comment fonctionne le monde et de créer des ponts entre les gens. Changement de décor, nous avons rendez-vous au château de Vollore. Vollore est connu dans l'histoire d'Auvergne depuis le VIe siècle, lorsque Thierry, le fils de Clovis, vint assiéger la place en 532. Dans la même famille depuis plus de 2 siècles, Vollore est aujourd'hui la demeure vivante des descendants en Auvergne de Lafayette. Site et panorama remarquables, joli parc en terrasse, vaste appartement à la décoration raffinée, rare collection de souvenirs de la famille de Lafayette et de la guerre d'indépendance américaine. Je vous présente ma mère, propriétaire du château. Vous avez toujours habité là, madame? Depuis mon mariage. Bienvenue au château. Et on va rentrer. Et en avant pour la visite, on se dirige d'abord vers le Salon Rouge pour engager la conversation. Voilà, installez-vous et asseyez-vous. Alors ici, on est devant un vase qui est assez important pour notre famille, puisque c'est un vase qui a été offert en fait par les aspirants du Brandywine à Lafayette en 1825, lors du retour de son 4e voyage aux États-Unis. Et donc ici, vous avez ce qui est amusant, c'est que ce vase, en fait, c'est pas un vase américain, puisqu'il a été fait à Paris. Donc il est parti aux États-Unis et il est revenu en cadeau à Lafayette. À quoi correspondent les images? Et bien ici, en fait, vous avez différentes scènes. Et donc là, on a la miniature
de Lafayette et son fils George Washington devant le tombeau de Washington. En quoi a été fait ce vase et où a-t-il été fait? Alors, comme je vous l'ai dit, il a été fait en France, et en fait, il a été fait à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que les 4 miniatures tout sont en fait de la porcelaine de Sèvres. Lafayette, il a vécu ici? Alors, Lafayette, lui, n'a jamais vécu ici, et donc il est originaire de la Haute-Loire, de Chavagnac-Lafayette. Mais il se trouve que, au gré des mariages, des héritages, en fait, la propriétaire du château, Marie-Louise Dumas, a épousé Gilbert de Puisy-Lafayette en 1901. Et c'est comme ça que les Lafayette sont rentrés dans le château à partir de 1901 et qu'on peut avoir justement par héritage tous ces différents objets qui ont appartenu à Lafayette. À mon avis, ça devait être ça, apparemment. Lors du 200e anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine, en 1976, il y a eu pas mal de festivités qui ont été organisées, et notamment un anniversaire de Lafayette, en grande pompe, au château de Chavagnac, le 6 septembre 1976. Étaient invités plusieurs Américains, dont une délégation menée par Kenneth Rush. Kenneth Rush, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France de 1974 à 1977. Et comme ils allaient à Chavagnac, donc c'est là-bas, vers le sud, ils ont fait une halte à Vollore, et ils ont découvert ce salon, et vous pouvez voir la signature de l'ambassadeur ici, qui a donc eu l'amabilité de signer notre livre d'or. Donc sur ces feuilles, j'ai regroupé les grandes lignes de l'histoire et la biographie de Lafayette. C'est le buste de Lafayette, 1790, donc il est chef de la garde nationale, et il a son costume. Et c'est une réplique, si j'ose dire, du buste réalisé par Houdon, le célèbre Houdon. Et cette réplique est en plâtre. Ouais, ce château, il a l'air vraiment... il est en parfait état comparé à ce qu'on pourrait penser vu la date. Et il est à une vue incroyable. Et au retour de la visite, à l'exemple de Lafayette, on va parler engagement. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre pour leur liberté, pour la liberté de leur pays, et qui se battent justement pour qu'après leurs enfants, leurs petits-enfants, ils vivent dans un monde meilleur. L'engagement, c'est pas forcément un engagement militaire. Vous, votre engagement, vous le verriez comment? Tu t'es déjà engagé dans quelque chose? Oui, je me suis engagée il y a 2 ans dans les jeunes sapeurs-pompiers à Saint-Germain. Et pourquoi? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une attirance pour aider les autres. Et toi, Aline, tu as aussi un engagement citoyen? Oui, par exemple, dans le collège, je suis dans le programme phare. Ça consiste à lutter contre toute forme de discrimination, comme le harcèlement, dans mon collège. J'ai encore un engagement dans une association qui s'appelle les Sea Shepherds, qui joue un rôle important dans la protection des animaux, comme par exemple, ils sont intervenus pour le beluga dans la Seine à Paris. Et toi, Gabin, tu le vois comment, l'engagement? L'engagement, je le vois comme qu'il faut donner son temps, c'est mettre du temps sur ses paroles pour montrer qu'on est engagé, justement. C'est pas militairement, comme le marquis de Lafayette, mais pour des causes, comme Aline pour le harcèlement, comme Zoé pour les animaux. Moi, c'est plus un engagement personnel, mais j'ai donné beaucoup de temps pour obtenir un stage. Je l'ai fait dans le domaine scientifique à Nice. Quittons Vollore. 1 heure de route pour Vichy. Quand on est interviewé pour une émission de radio, l'heure, c'est l'heure. Donc déjà, nous avons Alex qui est à la régie, qui gère un peu tout. Alors nous, on a ces places-là, mais... Mettez-vous à l'aise. On s'y habitue à s'entendre soi-même. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans le studio de Calidis avec Benjamin et moi. Bonjour. Donc, nous, on est les coprésidents de l'association. Donc en quelques mots, Calidis, c'est une web radio, donc diffusée sur le web essentiellement, qui a pour but de donner la parole aux jeunes et qu'ils puissent s'exprimer sur tous les sujets
qu'ils ont envie. Après vos études en journalisme, vers quel type de médias vous souhaitez vous diriger? Alors pour ma part, du coup, ce serait plus de la radio, ça semble dans la continuité, ou de la télé, mais j'avoue que c'est un métier auquel il ne faut pas avoir forcément d'idées très précises et se laisser porter en fonction des opportunités. Il y a une proximité qui s'installe à la radio en fait. Si votre patron vous interdit de publier votre article ou une demande de ne pas parler en radio, un journaliste a des droits. Donc par exemple, si tu n'es pas en accord avec ton patron, il y a une règle qui dit que tu peux partir du média sans que ça ait de conséquences sur ta carrière parce que au niveau de ton éthique, ça colle pas. En fait, il y a plein de structures pour que les journalistes fassent bien leur métier et qu'ils soient protégés quand il y a des problèmes avec les grands groupes. Et vous, du coup, c'est quoi votre rapport aux médias et à l'information? Est-ce que vous vous informez d'une certaine façon au quotidien? Qui veut répondre? Qui prend la parole? Qui se lance? Moi, c'est surtout à la radio que j'écoute quand j'ai pas mon téléphone, du coup. Ouais. Parce que, en fait, moi, j'ai pas de télé et tout. C'est vraiment le seul moyen de connecter un peu au monde. Il y en a qui regardent sur les réseaux sociaux les informations, peut-être? Oui, par moment, oui. Enfin, moi, je sais que je m'informe un peu, avant temps, je veux dire, quand mon père allume la radio, j'écoute, mais c'est jamais volontaire. Ça fait, c'est toujours bien de connecter un peu au monde qui nous entoure, mais c'est jamais volontaire. Mais parfois, oui, sur les réseaux. On vous a préparé des petits extraits sur l'actualité récente et aussi qui parlent d'engagement pour les jeunes. Je vais vous montrer le premier, c'est le président de la République. Oui, notre jeunesse a soif d'engagement. Il existe une génération prête à se lever pour la patrie. Notre armée est le cadre naturel d'expression de ce besoin de servir. Notre nation sera forte si notre jeunesse est unie autour de nos valeurs. Est-ce que vous, par rapport aussi à ce discours, est-ce que vous seriez prêt aussi à vous engager, notamment comme l'a pu le faire le chevalier du Buisson et de Lafayette? Mais moi, en fait, l'impression que j'ai autour de moi, c'est qu'il y a très peu de jeunes qui veulent vraiment s'engager. J'ai déjà eu une conversation avec un ami à moi où il disait qu'en fait, il ne voudrait pas partir à la guerre. Il préférerait rester dans sa maison avec ses copains autour de lui. Et toi? Moi, je sais pas vraiment. Ouais. Je pense qu'en fait, tant qu'on n'est pas confronté à une situation, on peut pas vraiment savoir ce qu'on ferait. Donc, je sais pas si je m'engagerais pour aller me battre. Faut défendre aussi ses valeurs. Déjà, si on n'a pas envie de se battre pour, entre guillemets, pour rien, Deuxième extrait qu'on va écouter, c'est un discours d'une jeune après l'incendie qui s'est passé en Suisse à Crans-Montane. Nous sommes une génération qui grandit dans un monde fragile, parfois dur, souvent injuste. Et pourtant, malgré les doutes, malgré la peur, notre génération continue d'avancer. Elle continue de se battre pour ce en quoi elle croit. Qu'est-ce que vous en pensez de cet extrait? Alors, moi, je trouve qu'elle dit c'est assez vrai. Mais en fait, je devais donner mon point de vue. Nous, on n'a que 14 ans, voire 15, je sais pas du tout. Et de 13 à 15 ans, en tout cas. 13 à 15 ans. Et là, c'est une jeune fille de 22 ans. Donc, il y a quand même un certain écart d'âge. Est-ce que pour vous, l'engagement, c'est seulement aller à la guerre ou est-ce qu'il y a d'autres formes d'engagement à vos yeux? Il y en a plein. Même, par exemple, le conseil départemental des jeunes, c'est déjà un engagement. C'est important d'avoir des engagements dans la vie pour avoir un sens, pour se lever le matin en disant « je suis engagé, ça me plaît ». C'est important même dans le travail. Dans tout, on peut s'engager, je trouve. Et on a une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute assez en tant que jeune? Est-ce qu'on est vraiment pris en compte par la politique? Je trouve qu'au niveau politique, on est très souvent oublié. Moins on a de droits, plus on est oublié. Rien que dans nos avis, dans toutes les pétitions qui ont été menées, toutes celles qui ont eu beaucoup de signatures, on n'est jamais pris en compte. Je pense que si on nous oublie aussi, c'est qu'on pense qu'on n'a pas encore la maturité nécessaire pour prendre des grandes décisions. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas encore le droit de voter, etc. Mais sinon, j'ai
Je sais pas vraiment après comment on pourrait être plus inclus. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et même vos questions au début. C'était une chouette émission. À 2 pas du studio de Calidis, dans l'amphithéâtre du pôle universitaire de Vichy, on va parler d'un bateau mythique, l'Hermione, la célèbre frégate qui a conduit le marquis de Lafayette aux États-Unis pour son 2e voyage en 1780. Une conférence de 2 heures par Antoine Dossmann, historien et gabier. Il retrace l'histoire de la frégate qui, au retour en France, a fait naufrage au large du Croisic en raison d'une erreur de navigation. Mais une réplique historique de l'Hermione a été construite par des passionnés. Elle a refait le voyage aux États-Unis en 2015. La frégate est actuellement en grand chantier de restauration pour, espérons-le, de nouvelles aventures sur les mers. Et après ce visionnage, quelques échanges et conseils. De quoi peut-on s'inspirer par rapport à Lafayette, mon aïeul ? Et moi, je mets toujours en avant cette jeunesse d'esprit qu'il a eue jusqu'à sa mort. Il a toujours été jeune. Posez-vous des questions, vous resterez jeune, vous resterez vif intellectuellement. Et puis, pareil, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences manquées qui invitent à réfléchir comment on aurait pu faire mieux. Ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, dans un monde qui est pas évident, un peu difficile, qu'ils n'aient pas peur de s'engager, d'être eux-mêmes, qu'ils soient curieux, qu'ils sachent regarder le monde et s'ouvrir au monde, et à l'écoute du monde. Ce que je conseillerais à un jeune de nos jours, c'est d'oser rêver. De jamais s'arrêter de rêver et si possible de tout mettre en œuvre pour arriver à suivre ses rêves. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de réaliser son rêve, sauf peut-être, une fois qu'on a réussi, c'est d'aider les autres à réaliser les leurs. Bon, on va rejoindre le château. La mémoire de Lafayette est aussi présente au château de La Palisse à travers son descendant, Jacques de Chabannes, l'actuel propriétaire, qui nous convie aujourd'hui à une visite. L'un de ses ancêtres directs, Jean-Frédéric de Chabannes, a participé à la guerre d'indépendance sous la bannière du roi Louis XVI. C'est là qu'il croise Lafayette. Voilà, donc là vous êtes dans le château. Nous venons de pénétrer à l'intérieur du château, qui appartient toujours à ma famille depuis 1430. Et là, comme tu le disais tout à l'heure, ici, le château est en carton. Il a été réalisé par des élèves de l'ancien lycée agricole de La Palisse il y a plusieurs années. Arrêt incontournable devant l'arbre généalogique. C'est un vrai arbre généalogique ? Bien sûr, c'est un vrai. Je l'ai commandé sur Temu. Et oui, Jacques de Chabannes a beaucoup d'humour. Bien, donc là, vous découvrez toute la généalogie de ma famille. Et j'ai un arbre généalogique qui remonte jusqu'à Clovis, au 5e siècle. Ça, grâce à un de mes ancêtres, on verra tout à l'heure, qui a étudié toutes les archives de la famille, et il a passé la moitié de sa vie dans la 2e partie du 19e siècle à faire des recherches. Son travail a été édité en 1892, et ça représente 12 volumes. Il y a à peu près entre 500 et 700 pages par volume. Les 4 premiers volumes traitent de l'historique de la famille et les 8 autres volumes ne sont que des volumes de preuves qui attestent des origines, des possessions, des charges, des titres, des filiations et des faits de guerre. Bien, donc là, dans cette vitrine, on découvre ici, là on voit la petite décoration de l'ordre américaine de Cincinnati, qu'a reçu Jean-Frédéric de Chabannes. Alors cette grande toile, qui est une toile de David qui était un grand peintre de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, qui a peint toute ma famille après la Révolution, et le personnage qui est debout au centre avec le gilet rouge, ce n'est autre que Jean-Frédéric de Chabannes, qui était marquis et qui a participé à la guerre d'indépendance des États-Unis aux côtés de Lafayette. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans ma famille, 2 membres de ma famille sont bénéficiaires de l'ordre de Cincinnati. Alors, ce tableau représente mon arrière-arrière-grand-mère, et vous allez faire l'expérience en vous déplaçant, en la regardant. Vous verrez déjà qu'elle vous suit du regard,
et en même temps, son visage s'oriente en fonction de votre position. Alors ici, nous sommes dans le Salon Doré qui, à l'époque, était la chambre du maréchal de la Palisse, donc qui était décorée fastueusement avec ce magnifique plafond à caisson, Renaissance italienne, qui est reconnu comme étant unique en Europe, grâce à la disposition de ces losanges et de ces quadrilatères irréguliers. Donc là, sur ce jugement dernier, là on a l'enfer au centre, ce qui est assez rare pour la représentation d'un jugement dernier. Là, en vous approchant, vous découvrirez un très beau squelette qui pose le pied sur un agneau, qui tient une faux. Les compagnons du temps, ils nous ont accompagnés tout au long de notre long périple. C'est le moment de faire plus ample connaissance avec eux et c'est Garance qui se lance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous ? Notre troupe s'appelle les Compagnons du Temps. Les Compagnons du Temps, c'est une association. Elle a vu le jour en 2017. Après, le premier spectacle a eu lieu en 2016 au château de la Palisse. Et donc, on a monté cette association pour avoir un certain nombre de bénévoles qui participent donc depuis maintenant pas mal d'années sur le spectacle qui a lieu normalement fin juillet, début août. Et pourquoi on est dans cette tenue là en ce moment ? C'est parce qu'on a fait un spectacle il y a, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, et donc sur le régiment de Bourbonnais. C'est pour ça que vous avez mes acolytes derrière moi qui sont dans le même costume à peu près que moi. C'est le costume donc que portaient les soldats qui sont partis aux Amériques pour défendre les Américains et booster les Anglais dehors. Et dans l'association, au niveau des figurants, on a à peu près une 60aine de figurants. L'ensemble de l'association, on doit avoisiner les 100 bénévoles, puisque bon, il y a la sécurité, on fait aussi une taverne les jours de spectacle. Et c'est cette taverne aussi qui nous permet d'avoir un petit peu de trésorerie pour ne serait-ce acheter les tissus, les équipements, parce que la plupart de nos costumes ont été exécutés, construits par nos couturières et notre couturier qui est derrière moi, voilà, qu'on appelle Coluche. Quittons les salles du château pour la chapelle. Alors ici, vous découvrez la chapelle du château, qui était romane à l'origine, qui a été réédifiée en gothique flamboyant par Geoffroy de Chabannes, le fils de Jacques Ier. Et Jacques Ier qui est représenté ici en gisant aux côtés de son épouse, Anne de Lavieux. Alors malheureusement, ces gisants ont été profanés au moment de la Révolution. Là, on voit les nez, les bouches ont été refaites, le nez du lion a été recollé. Et par contre, on n'a pas retrouvé les bas-reliefs qui ornaient ce tombeau. Et puis, il y a les geôles. On ne saura jamais quelles fautes ont commises Garance et Semeur. En tout cas, leur mise au cachot n'a pas traîné. Mais rassurez-vous, l'intervention du président du conseil départemental a permis leur libération rapide. Il reste pour nos jeunes ambassadeurs une visite incontournable, une immersion au sein de l'histoire du héros des deux mondes, là où tout a commencé, le château de Chavagnac. 6 septembre 1757. Le château de Chavagnac fête la naissance de Marie-Joseph, Paul, Yves, Roch, Gilbert Dumotier de Lafayette. Bienvenue au château de Chavagnac-Lafayette. Vous êtes ici sur le lieu de naissance du marquis de Lafayette. Il y est né le 6 septembre 1757. Ce grand homme va aussi venir au château régulièrement, c'est sa maison de campagne, il y vit jusqu'à ses 11 ans et il va continuer à y venir régulièrement tout au long de sa vie. Il va modifier beaucoup le château à son image et ce château, au début du XXe siècle, il deviendra un préventorium. Il sera racheté par des Américains, sauvé par des Américains et ces Américains accueilleront des enfants malades dans tout le village jusque dans les années 1960. Aujourd'hui, c'est une propriété du département de la Haute-Loire. Voilà. Bienvenue, bonne visite. Merci. Il manifeste un sentiment de révolte contre l'autorité lorsqu'il l'estime injuste. Ce sentiment ne le quittera plus. Lafayette manifesta une constante insoumission à l'autorité, suscitant des passions si vives que ses illustres contemporains se sont farouchement divisés à son égard.
Vous avez ici la baignoire dite de Lafayette. On ne sait pas si elle lui a vraiment appartenu, mais en tout cas, c'est une baignoire du XVIIIe siècle, typique de son époque. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on a un retour de l'hygiène par l'eau. Ça y est, on se remet à se laver avec de l'eau, alors qu'on avait adopté, pendant plus d'un siècle, la toilette dite sèche. Et là, ça devient la mode des bains privés, enfin des choses privées. Mais pour prendre un bain, ça mérite quand même une certaine logistique. Parce que vous imaginez bien qu'on ne fait pas ça dans la baignoire actuelle. On posait un linge, on allait chercher l'eau, on faisait chauffer l'eau, on faisait couler l'eau, et voilà, on pouvait prendre son bain. Un pas de plus dans l'intimité de Lafayette. Visitons sa chambre et son bureau. Ici, c'est la chambre de naissance de Lafayette, c'est là où il serait né. On n'a pas vraiment de certitude. Mais bon. La chambre actuelle, telle que vous la voyez, elle date des années 80. C'est une toile de Jouy qui reprend un motif qu'il avait à Paris. Et sur ce motif, on voit l'Amérique qui remercie la France. Ici, en fait, vous avez une allégorie de l'Amérique, oui, avec l'ancien drapeau, et ici, une allégorie de la France, avec les fleurs de lys. Et en fait, on voit que l'Amérique remercie la France pour son aide dans la guerre d'indépendance américaine. Vous êtes ici dans le bureau de Lafayette. J'espère que vous ferez une bonne visite. Moi, je dois aller voir d'autres personnes. Je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir. Mais il semble que nous ayons de la visite aujourd'hui. Ce n'est pas si souvent que l'on vient me rendre visite. Je sais pas. Coucou les jeunes. Ne vous fiez pas à l'immobilité de cette peinture. Vous ne rêvez pas. C'est bien moi. Lafayette. Je suis Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, né dans ce château et vous êtes ici dans mon bureau. Je sais que vous travaillez sur l'engagement des jeunes et que vous aspirez à de grandes choses. Moi, à 14 ans, mon cœur battait déjà plus fort que le tambour pour une idée toute simple, la liberté. Elle n'est pas faite seulement de dates, mais de jeunes gens comme vous qui refusent l'injustice. On m'a traité de fou quand j'ai traversé l'océan avec mes compagnons comme le chevalier François du Buisson, le marquis Jean-Frédéric de Chabannes et beaucoup d'autres Bourbonnais. Mais j'ai toujours gardé le cap. Préférez toujours une folie généreuse à une sagesse qui s'endort. Le monde de demain est votre champ de bataille. Les défis à relever sont nombreux. Alors, armez-vous de courage et de fraternité et surtout, engagez-vous. Mais... C'est fou. Oui. Mais il est où? Il est là. Je sais pas, peut-être là. Lafayette meurt en 1834 à 76 ans. Il repose au cimetière de Picpus à Paris avec les membres de la famille de sa femme qui ont été guillotinés sous la Révolution. Un représentant américain change tous les 4 juillet le drapeau qui flotte en permanence sur sa tombe et n'a jamais été retiré. De rencontre en rencontre, de château en château, sur les pas de Lafayette, du chevalier du Buisson et des Bourbonnais aux Amériques, nos collégiens du conseil départemental des jeunes ont découvert bien plus que des pierres. Ils ont croisé le souffle de la liberté avec ceux qui ont osé défier l'inconnu au nom de leurs idéaux, faisant fi des tumultes de l'histoire. Aujourd'hui, le voyage de nos jeunes ambassadeurs s'achève, mais leur histoire ne fait que commencer. À leur tour d'incarner cet esprit d'engagement, d'oser viser grand et de ne pas avoir peur de l'échec pour rebondir avec élégance et faire briller l'avenir.